Les clés tinrent plus longtemps que son souffle. Helena sentit la tôle froide de la poignée sous ses doigts, le bruit habituel de la serrure qu'elle connaissait par cœur, une musique domestique qu'elle avait entendue des milliers de fois, et avant qu'elle n'eût le temps de pousser la porte, une main chaude et tremblante se posa sur sa bouche. Une voix basse, pressée, souffla « Ne dis rien ». Le couloir était coupé en parts d'ombre. La lampe du fond diffusait une lueur étouffée qui ne rendait visible que les silhouettes. Quelqu'un avait éteint la plupart des lumières. Le tic-tac lointain de l'horloge, que son mari aimait écouter les soirs de panne, marquait les secondes comme un rappel implacable. Le monde suivait son cours, sans permission. Helena resta immobile, plus surprise que paniquée. Il y avait une raison à ce chuchotement, et cette raison semblait à la fois banale et terrible, si banale qu'elle en devenait sournoise. Elle reconnut la main qui l'avait fait taire. Anna, la femme de ménage, dont les doigts hâlés, couverts de petites coupures duveteuses, tremblaient d'une inquiétude qu'elle ne dissimulait jamais. Anna avait l'habitude de la vérité muette. Elle la préférait au grand discours. Ce soir, sa fidélité prit la forme d'un souffle pressé, d'un ordre doux et dur à la fois. Ne dis rien. Helena entra alors sans bruit dans la pénombre du salon. On aurait dit que la maison retenait son souffle. Un fauteuil décalé, une tasse oubliée sur la table basse, la trace d'un rouge à lèvres sur un mouchoir, tout parlait d'une intimité dérobée. Elle entendit une voix connue, plus feutrée que d'habitude, celle de Camille, sa belle-fille, toujours impeccable, la voix qui sourit en même temps qu'elle se replie pour mordre. Et puis Roberto, son fils, dont le rire d'ordinaire massif contenait ce soir une fragilité étrangère. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. C'était un mot simple, posé au milieu de la nuit, inutilement moderne, mais nécessaire. Si l'on allait écouter cette histoire jusqu'à la fin, il fallait rester, et elle ne voudrait pas être la seule à entendre. Dans l'obscurité, Helena rouvrit les yeux sur un passé qui n'était jamais bien loin. Elle pensa à Amaro, son mari, à la sueur qu'ils avaient versée côte à côte pour transformer un petit atelier en un groupe que l'on citait quand on parlait de réussite. Elle revit la forge où ils avaient commencé, le bruit chaud des machines, l'odeur de l'huile et du métal, et leurs mains jointes quand la première commande importante était arrivée. Ils avaient bâti tout cela ensemble. Chaque plaque du plancher, chaque portrait au mur portait une empreinte de leurs efforts. Cette maison était leur dernier ouvrage, plus intime qu'un bilan, plus réel qu'un titre de propriété. Roberto avait grandi dans ce tumulte d'atelier. Quand il avait pris la direction des affaires, il n'était pas encore l'homme d'affaires que l'on devine sur les photos officielles. Il hésitait souvent entre le devoir et le confort, entre la loyauté et la tentation d'un monde qui promettait des solutions rapides. Camille était entrée comme une brise élégante, séduisante par son sens de la mise en scène. Elle avait appris à modeler les conversations, à détourner les regards, à remplacer la compassion par un sourire calibré. Mélissa, la fille aînée, vivait loin, retenue par ses enfants et par la conviction qu'un conflit se réglerait par lui-même. Anna, elle, avait vu de près ce que les autres feignaient d'ignorer, les petits triomphes qui deviennent habitude, les phrases murmurées en coulisses. La voix de Camille se fit plus nette, sans autorité mais avec une assurance froide. « Il faut penser à son bien, Roberto. Nous ne pouvons pas la laisser décider seule. Elle se perdra. Tu sais comment elle raconte les mêmes choses. Elle oublie. Elle a besoin de protection. » Helena sentit son cœur se contracter. Le mot « protection » venait toujours enveloppé d'intentions honnêtes. Mais Anna, qui avait posé sa main contre la bouche d'Helena, serra les dents. Dans son regard, il y avait une colère contenue, plus terrible que la colère même. Elle connaissait la ligne qui séparait le soin du prétexte. Les soignants qui aiment sont transparents. Ceux qui contrôlent se cachent derrière un rideau de bienséance. « Protection, oui, mais quelle protection ?» demanda Roberto, comme pour gagner du temps. Sa voix trahissait un calcul plus subtil. Il avait peur de perdre la maîtrise, mais aussi peur de perdre la paix. Si on organise les papiers, si on prépare un dossier, c'est pour son avenir. On ne veut pas lui enlever sa dignité. Camille répondit sans trembler. La dignité, Roberto, elle ne l'achètera pas. Elle n'en a plus besoin. Ce qu'il faut, c'est clarifier la situation. Un médecin qui confirme, des témoins, des mesures qui la protègent et qui protègent l'entreprise. Après, tout sera plus simple, pour elle aussi. Le choix des mots était précis. Il y avait dans cette phrase une mécanique éprouvée. Poser des actes apparemment administratifs, puis s'approprier la logique qui suivait. Elle avait vu ce processus ailleurs, chez des couples, des héritiers. Il s'agissait de transformer l'intimité en documentation, puis la documentation en clôture. Helena sentit une rage sourde monter en elle, mais elle la contenait. Elle n'était pas une femme de théâtre. Elle savait que la force la plus dangereuse n'est pas le hurlement, mais la certitude silencieuse. Elle pensait à la mémoire d'Amaro, à sa façon de regarder l'ouvrage achevé, et à la promesse qu'il s'était faite. Garder la maison comme un lieu où l'on revenait, pas un patrimoine à vérifier. Les voix continuèrent, plus pressantes, livrant des détails qui gonflaient l'horreur de la situation. Helena comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'un mot maladroit ici ou là. C'était un plan. Un dossier médical solide, dit Camille. Des témoignages sur ces confusions, ajouta quelqu'un. Elle reconnut la voix douce d'une conseillère appelée au téléphone, une voix formelle qui prenait des notes.
puis un passage en prise en charge si nécessaire, le temps après pour réorganiser, pour signer les transferts. Les mots tombaient, nets, comme des pièces de puzzle qui, mises ensemble, peignaient une image implacable. Elena, écartée, la maison, vidée de son autorité. La fortune, qui portait la suaire d'Amaro comme un parfum, repartirait dans des mains qui n'étaient pas celles qu'il avait créées. Anna serra plus fort la main sur la bouche d'Elena, comme pour empêcher la douleur de franchir ses lèvres. « Laisse-les parler », chuchota-t-elle contre la peau d'Elena. « Écoute, ils se trahissent quand ils pensent qu'on n'entend pas. » Elena obéit. Elle avait appris, au fil des années, que la patience pouvait être une arme, conserver la voix pour le moment opportun, regarder pour connaître. Elle se glissa davantage dans l'ombre, le dos collé contre la robe de velours d'un canapé qui avait été couvert pour la nuit. Son regard cherchait les objets qui la rattachaient à sa vie. La boîte à cartes postales d'Amaro, une photo froissée où l'on voyait leur usine au temps de la première expansion, la vieille montre de gousset que son mari portait toujours pour les grandes occasions. Chaque souvenir était un repère. Chacun lui rappelait que la maison n'était pas seulement un lieu d'objets, mais un montage de vie. Flash, le bruit des machines, l'odeur de la soudure, les mains d'Amaro qui apprenaient à tendre une main à son épouse pour mesurer une caisse. Elena revoit la fatigue, les rires, les nuits passées à signer des contrats à la lueur d'une lampe fatiguée. Elle se souvenait aussi des premiers signes d'éloignement, petits comme des fissures dans les mailles, des mots égarés, des rendez-vous manqués, comme si le tissu de la confiance se fendillait sous l'effet d'usure. Mais jamais elle n'avait imaginé qu'on tenterait de la réduire à un mot sur un formulaire. La voix de la conseillère, désormais proche, émit un diagnostic administratif plus que médical. Il faut préparer des éléments concrets, des incidents documentés, des attestations. On propose une évaluation pour éviter toute contestation. Si le médecin signe, il n'y aura pas de débat. « Qui est-ce, ce médecin » demanda Roberto, la gorge serrée. « Tu as déjà quelqu'un en tête ?» Camille eut un rire léger, inutilement rassurant. « On a un contact, quelqu'un de discret, qui comprend l'importance de préserver l'image. Il suffit de l'amener à faire l'évaluation. Ce n'est pas si difficile. » Elena sentit son estomac se retourner. Le monde qui se dessinait dans ses phrases était froid et mécanique. Un réseau de complicité, des signatures, des dates. Tout pouvait être fabriqué si l'on savait s'y prendre. Elle pensa alors à ses livres de comptes, aux procurations qu'elle n'avait jamais signées, aux actes de conférence qu'elle avait toujours refusés. Elle n'avait pas signé, pas encore. Mais la phrase « après qu'elle signe, elle ne reviendra plus » commençait à circuler dans l'air comme un sort scellé. Dans l'ombre, Anna posait doucement sa tête contre l'épaule d'Elena, comme pour lui transmettre une force à la fois humble et efficace. « Nous leur prendrons leurs mots », murmura-t-elle. « Ils pensent nous avoir sourds. Ils n'ont pas compris qu'ils parlaient pour nous donner des preuves. » Elena écouta, chaque mot étant une lame qui révélait la trahison. Mais parmi ces lames, une détermination se formait. Elle n'ignorait pas la difficulté. Elle connaissait les mécanismes de l'influence et du pouvoir. Elle n'attendrait pas des tribunaux ou des miracles. Elle agirait par l'espace où la vérité peut s'installer. Les conversations, les documents, les gestes. Elle évaluerait ses alliés, à commencer par ceux qui, comme Anna, portaient la loyauté dans la paume des mains. Ils parlèrent des modalités, et la pièce se remplit d'une logique de procédure muette. Mais bientôt, la conversation glissa sur Roberto, et là, le trouble se fit net. « Je ne veux pas qu'on la jette dehors », dit-il, avec une douleur qui ressemblait à de la honte. « Mais je dois aussi protéger l'entreprise. Le conseil, il attend des réponses. Si je ne montre pas que je prends des décisions, ils prendront d'autres décisions à ma place. » Il y avait dans cette confession un mélange de peur et d'orgueil blessé. Elena reconnut ce son. C'était sa propre voix, jadis, quand des milliers de petites décisions menaçaient de faire vaciller l'édifice familial. Elle comprit que Roberto n'était ni totalement complice, ni entièrement victime. Il était l'homme qui portait l'héritage, mais craignait qu'on le lui arrache s'il montrait trop de faiblesse. Camille, la main sur le téléphone, coiffée d'un sourire qui ne touchait pas ses yeux, fit preuve d'une froide courtoisie. « Il faut penser à l'image », murmura-t-elle. « Et puis, n'oublions pas la tranquillité. Elle serait mieux entourée, loin de ses affaires. Pour elle, c'est un soulagement. Pour nous, c'est la chance de mettre de l'ordre. » Quelque part dans la maison, un tableau sembla se fissurer. Les mots qu'il prononçait se jouaient à la fois de la morale et du boulot. Ils étaient les petits rouages d'un mécanisme plus large. Elena sentait sa dignité en devenir de la marchandise à l'étalage. Elle voyait son nom réduit à une ligne sur un papier. Anna la regarda, les yeux humides, et prit une décision silencieuse. Elle laissa Elena se lever, glissa un sac sous son bras et murmura « Si tu veux parler, fais-le quand ils auront tout dit. Qu'ils remplissent leurs preuves. Nous aurons ce dont nous avons besoin. » Elena approuva d'un signe.
Ils se retirèrent sans bruit, laissant la langue des autres poursuivre seule son œuvre. Elle sut, à ce moment précis, que le vrai acte n'était pas un cri, mais un recueillement stratégique. Laisser la vérité sortir d'eux-mêmes, la garder comme un trésor, contre-attaquer avec des mots réels, des témoins, des preuves tangibles. Elle pensa à la façon dont Amaro, face aux difficultés, préférait la clarté. « Rends les choses visibles », lui disait-il souvent. Un mensonge vit dans l'ombre, la vérité suffit à l'éclairer. Ce soir, Helena décida de reprendre cette méthode. Elle allait écouter jusqu'à ce que la vérité se donne. Puis, elle parlerait. Les minutes qui suivirent furent un tissage d'attente. Ils laissèrent la conversation s'embourber dans les détails qu'ils croyaient essentiels. Le nom d'un médecin, les dates potentielles, la façon de présenter les incidents faits pour paraître authentiques. Ils mentionnèrent un lieu possible pour la prise en charge, une institution éloignée, polie, dont la froideur administrationnelle faisait frissonner. On parlait de comptes, d'actions, de transferts. Le calme apparent masquait une violence organisée. Helena s'aperçut, avec une colère froide, qu'ils ne comprenaient pas qu'il la transformait en un objet. Pour eux, c'était un processus logique, presque administratif. Pour elle, c'était le vol du foyer et de la voix. Elle prit note de chaque mot, de chaque silence, comme si elle préparait un inventaire de trahison. Chaque phrase mâchée par Camille, chaque hésitation de Roberto, chaque note prise au téléphone, tout irait. À l'arrière du salon, une porte ménagère grinça doucement. Un appel discret avait été passé. Une collègue invisible était entrée. Helena vit, dans la silhouette qui s'avançait par le coin, une figure neutre. Docteur Henry, pensait-elle. Un nom mentionné à demi-mot. Il n'avait pas encore parlé, mais sa présence confirmait le fil du plan. L'ombre d'un médecin prêt à signer l'effacement d'une histoire. Helena sentit l'urgence la gagner, non celle d'un geste spectaculaire, mais celle d'un enchaînement précis. Rassembler ce qui pouvait l'être, trouver qui dire, convaincre son fils de se souvenir de ce qu'il était avant que la peur et les intérêts ne le dévorent. Elle se rappela des longues soirées où elle et Amaro relisaient les inventaires, discutant des parts, de l'avenir, non pour se disputer un héritage, mais pour préparer une continuité juste. Elle n'abandonnerait pas cette conscience. La voix d'Anna se fit alors plus ferme, comme si on avait allumé une lumière dans la pénombre. « Il faut qu'ils se trahissent encore », souffla-t-elle. « Plus ils expliqueront, plus ils se condamneront. Nous prendrons leur parole, nous écrirons ce qu'ils disent, nous demanderons des témoins. Ils ne peuvent pas contrôler ce qui sort d'eux. » Helena acquiesça. Elle n'était pas naïve. Elle savait que la bataille serait longue. Mais la première victoire était déjà acquise. Ils avaient sous-estimé la capacité des oubliés à voir et à tenir. Anna, par son appartenance discrète au quotidien, connaissait les allées et venues, les petites complicités, les visages détournés. Elle connaissait aussi les plis de la maison, ces espaces où l'on peut disparaître et se remettre debout. La planification commença doucement, une stratégie de patience. Il laissait les autres poursuivre, recueillant preuves et aveux. Helena se remit à observer, à lister et à se souvenir. Elle nota mentalement chaque nom prononcé, chaque adresse, chaque bout de phrase. Elle resta cloîtrée à l'écoute, tandis qu'Anna, en coulisses, faisait le tour des tiroirs, notait les rendez-vous, vérifiait silencieusement l'existence de procuration. Dans un tiroir, Helena trouva une lettre oubliée, une carte écrite par Amaro 20 ans plus tôt, où il confiait ses peurs et ses fiertés à sa femme. Elle la glissa dans sa poche comme on garde un bouclier. Ses mains tremblaient, mais ce tremblement n'était ni de peur ni de défaite, c'était l'exaltation de la détermination. La nuit déroula son voile, et la conversation finit par s'épuiser. Les voix se firent confuses, multipliant les précautions. La certitude affichée de Camille se mua en inquiétude à mesure que l'heure avançait. Roberto, lui, se retira à plusieurs reprises, comme pour chercher un refuge, une excuse. Helena eut le temps, entre deux phrases, d'entendre une confession maladroite. « Je ne veux pas la perdre, maman, mais je dois penser à demain. » Ces mots se brisèrent sous le poids de l'aveu. C'était le moment où tout pouvait basculer. Si elle entrait alors, la confrontation serait possible, mais peut-être prématurée. Si elle attendait, elle gagnerait plus d'aveux, plus de toile à tisser. Elle choisit l'attente mesurée. Ils avaient besoin de savoir à quel point ils iront dans le mensonge. Elle avait besoin de preuves, de témoins, d'un récit qu'on ne pourrait pas effacer. Anna posa une main sur son bras et d'un regard indiqua la cuisine. Là, dans la pénombre, elles discutèrent à voix presque inaudible d'un plan plus précis. Laisser que Camille documente elle-même le projet, enregistrer la conversation du docteur Henry,
trouver Mélissa, prévenir un avocat de confiance, réunir quelques employés qui connaissaient des détails cruciaux. Tout cela demanderait du temps, de la discrétion et une endurance que Elena n'ignorait pas. C'était la nuit où la maison leur montra ses fissures, mais aussi ses verrous. Elena sentit l'ancien courage revenir, celui qui n'était pas spectaculaire mais tenace. Elle pensa aux étincelles dans l'atelier, aux petites victoires quotidiennes qui forgeaient le long terme. Elle se rappelait surtout d'Amaro lorsqu'il disait que la vérité n'a pas besoin d'un costume, elle vient avec des témoins. Elles gardèrent le silence jusqu'à la fin de la nuit. Quand la dernière discussion se retira vers la chambre conjuguée des adultes, quand l'écho des pas se fit lointain, Elena et Anna se permirent enfin de souffler. Elles n'avaient pas encore parlé, mais elles avaient entendu. Elles n'avaient pas encore riposté, mais elles avaient commencé à tisser. Avant de se séparer, Anna posa un sac sur la petite table de la cuisine. Dedans, des objets prêts à être emportés si l'expulsion se profilait vraiment. Des documents essentiels, la vieille montre d'Amaro, des photos. « Si ça doit être quick, on ne perdra pas ce qui compte », dit-elle, avec une simplicité qui semblait contenir tout l'honneur du monde. Elena prit la montre, la remit dans sa poche, sentit le poids du métal comme un rappel. Elle savait que la bataille ne serait pas seulement pour des biens, elle serait pour la parole, pour la mémoire, pour la capacité d'être maîtresse de sa vie jusqu'à la fin. Les heures qui suivraient exigeraient plus de finesse que de colère. Elles quittèrent la cuisine et se séparèrent l'une pour l'autre. Anna pour ses tâches habituelles, Elena pour un sommeil léger, qui ne serait que l'avant-garde d'un réveil déterminé. Mais avant de monter l'escalier, Elena se retourna, et dans le couloir presque vide, contempla la porte close du salon. La maison, pour la première fois depuis longtemps, avait changé d'accent. Il y avait une fracture, mais elle n'était pas irrémédiable. Marchant à pas mesurés vers sa chambre, elle repensa à la phrase première que Camille avait prononcée, pour son bien. Elle sourit avec amertume. Le bien des uns devait-il toujours se faire au détriment d'autrui? Et d'où venait cette prétendue lumière éblouissante qui masquait la cupidité? Elle voulait connaître, nommer et transformer ce qui se cachait en vérité nue. Lorsque le jour se leva, le soleil trouva Elena debout, regardant les jardins, comme si la maison, à nouveau éclairée, reprenait son souffle. Elle se sentit petite et immense à la fois. Petite parce que la tâche était lourde, immense parce qu'elle n'était pas seule. Anna, fidèle comme une pierre, était à ses côtés. Et derrière, dans l'ombre, les autres allaient sentir que la résistance avait commencé. Il restait encore à ouvrir la série des confrontations, à dessiner la stratégie pour amener des témoins, à parler à Roberto sans le brusquer mais avec fermeté. Il faudrait inviter Mélissa, interroger le docteur Henry, contacter un avocat. Rien de tout cela ne garantirait un dénouement rapide, rien ne promettait une justice immédiate. Mais Elena savait désormais ce que certains appellent la raison éblouissante. Ce n'était pas un ornement brillant, mais la vive lucidité de comprendre que l'on voulait lui confisquer sa vie. Elle mit la montre d'Amaro sur la table de nuit, se lava le visage et prit une décision dont la force n'était pas dans le geste mais dans la constance. Elle descendit. La maison attendait la suite. Elle l'attendait, calme et prête. Quand elle franchit la porte du salon pour la première confrontation, Anna la suivit comme une ombre fidèle. Mais au seuil, un nouveau bruit fit frissonner leur cœur. Des pas précipités sur le gravier, un murmure étranglé, une voix qui appelait « Papa » au loin, un appel qui n'était pas pour elle, mais qui trancha la quiétude prévue. La figure dans l'allée n'était pas attendue, et dans l'instant qui suivit, tout ce qu'elles avaient préparé put être contrecarré par l'inattendu. Elena sentit son souffle se suspendre. La maison, qui avait été l'enjeu, venait de devenir le théâtre d'un rendez-vous qui changerait le cours des débats. Elles se rapprochèrent, collées à l'encadrement de la porte, prêtes à regarder en face ce que la journée allait apporter. Le pas pressé dans l'allée se brisa contre le silence que Elena et Anna s'étaient imposé. Une voix d'enfant, claire et paniquée, lança « Papa ?» Comme si un projecteur avait traversé la nuit, ce petit cri fit basculer l'équilibre fragile de la maison. Des pas rapides redoublèrent, des talons cliquetèrent, puis Roberto apparut sur le seuil, le visage blême, salopette d'homme d'affaires sous une veste froissée, et derrière lui, un garçonnet qui tenait encore une peluche écrasée contre sa joue. Roberto eut un mouvement de recul, comme si la présence de l'enfant, sa propre ombre enfantine sur pattes, le ramenait à l'essentiel. Il cherchait à sourire, mais le sourire s'effondra aussitôt. Camille, qui se tenait près du canapé, marmonna quelque chose d'inaudible, puis fit un pas en avant pour expliquer, pour masquer la vérité sous un voile de futile précaution. Elena, toujours appuyée à l'encadrement, sentit une étrange clarté l'envahir. La vue de l'enfant ramenait à elle toutes les nuits où elle et Amaro avaient veillé sur leur propre petit, à la façon dont les histoires se transmettent, aux promesses chuchotées dans la pénombre. Elle comprit que la maison, au fond, ne se disputait pas seulement des titres ou de l'argent, elle se disputait des récits, des mémoires et des voix qui avaient le droit de continuer. Anna étouffa un rire sec, mêlé de larmes. « Voilà ton monde, Roberto », murmura-t-elle, plus pour elle que pour les autres.
C'est pour ça qu'on n'abandonne pas. Roberto détourna le regard, la mâchoire serrée. Pour un instant, il semblait hésiter entre la fuite et l'aveu. Puis, comme si on l'avait débarrassé d'un poids trop longtemps gardé, il s'effondra dans un fauteuil et cessa de lutter contre la voix qu'il avait gardée enfermée. « Maman », dit-il simplement, sans élégance, le mot s'échappant comme un morceau de vérité qu'on n'avait pas su garder. Je peux tout expliquer. » Mais même en prononçant ces mots, il ne trouvait pas la direction pour les aligner, et le silence qui suivit fut plus éloquent que toutes ses tentatives. Camille se redressa, le jeu de son visage revenait pour masquer ce qui l'arrangeait. « Rob, ce n'est pas le moment, » tenta-t-elle, faussement protectrice. « Tu comprends, on doit prévoir, on ne peut pas rester passif. » Elena hésita moins que la veille. Elle avait laissé les autres parler afin qu'ils se trahissent eux-mêmes. Maintenant que la clarté avait jailli, elle choisit de sortir de l'ombre. Elle prit un pas mesuré, la main qui serrait la montre d'Amaro jusqu'à sentir le métal froid comme un ancrage. Quand elle parla, ce ne fut pas dans la violence, mais dans la certitude. « Alors dis-moi, Roberto, qu'as-tu prévu pour ton fils, pour ta maison, pour ce que nous avons bâti ?» La surprise traversa son fils comme un éclair. Sa gorge sembla avaler des mots qui, un instant plus tôt, le défendaient. Sa première réaction fut de se retourner vers Camille, cherchant sa permission d'exister, puis il baissa la tête. Camille, sentant le terrain lui échapper, tenta de redéployer sa rhétorique. « C'est pour son bien, Elena. Tu comprends, elle n'est plus... Elle a des moments. Nous voulons qu'elle soit en sécurité. On fait ça parce qu'on l'aime. » Il y avait dans sa phrase l'habituel combinatoire de phrases attendues. Pour son bien, sécurité, amour. Mais cette fois, la mécanique était usée. Les mots sonnaient creux. Elena répondit sans colère, mais avec la précision d'une femme qui avait appris à lire les intentions dans les détails. L'amour n'a pas besoin d'être homogénéisé en formulaire et en signature. L'amour, Roberto, ne se réduit pas à des documents que l'on prépare pour garantir une tranquillité qui sert surtout ceux qui la rédigent. Si tu crois que me priver de ma maison et me protéger, tu t'es trompé. Roberto leva les yeux, le visage lavé de honte et de peur. Il marchotta comme un enfant pris en faute. Il me pousse, le conseil, les investisseurs. Ils disent que l'entreprise a besoin d'un visage nouveau, d'une direction plus dynamique. Si je ne montre pas que je prends des décisions, ils m'éloignent. Camille m'a aidé à comprendre comment tout cela fonctionne. La confession, lâchée ainsi, avait quelque chose de brut et de libérateur. On sentit le poids qui pesait sur lui depuis des mois. La peur de perdre le contrôle, le désir d'être reconnu, la tentation des raccourcis. Elle n'excusait rien, mais la rendait humaine. Elena ne bouffa pas de triomphe. Sa voix, douce et tranchante, chercha plutôt la reconstruction. « Tu as peur, Roberto, je le comprends. Mais quand la peur te pousse à réduire ta mère au silence, alors tu te perds toi-même. Tu m'as vu bâtir ce foyer. Tu m'as vu tenir dans les tempêtes. Ce n'est pas ce que tu dois oublier. » Il se leva brusquement, les larmes menaçant de déborder. Le garçonnet, témoin muet de la scène, serra sa peluche avec plus de force. Roberto se précipita vers sa mère et, sans se retenir, s'effondra dans ses bras, comme un homme qui redécouvre la terre ferme après une longue dérive. Sa voix se brisa en sanglots. « Je suis désolé, maman. » J'ai eu peur. J'ai pensé que si je faisais ça, tout s'arrangerait. Je vois maintenant que j'avais tort. La réaction fut humaine, emplie de pardon, mais pas de naïveté. Elena sentit la douleur que son fils portait, et la douleur d'une trahison, qui n'était pas seulement calculée par Camille, mais aussi permise par sa propre faiblesse. Elle posa une main sur sa joue, le regardant longuement, et dit d'une voix qui n'était plus seulement d'autorité, mais de tendresse, « Pardonner est un acte qui exige la parole et la réparation. Tu en es capable, Roberto ?» Il releva la tête, les yeux brillants. « Oui, je veux réparer, je veux te protéger, vraiment. » Alors commença la partie la plus délicate, faire face à Camille sans brutalité inutile, mais avec fermeté. Elena demanda calmement qu'on l'écoute. Elle s'assit, prit le temps de rassembler les mots qu'elle destinait à cette femme qui avait manœuvré sous un vernis de convenance. Elle parla de l'atelier, des mains qui avaient soudé les premières pièces, de la promesse formulée 20 ans plus tôt autour d'un outil encore chaud. Elle conta, non pour humilier, mais pour exposer. L'histoire n'était pas seulement un prétexte, c'était un héritage vivant. Camille, à mesure que la cascade des souvenirs se dévoilait, perdit de son assurance. Ses tentatives pour justifier la démarche se firent plus vaines. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, feignant la blessure. « C'est une question de survie. Si l'entreprise s'effondre, tout le monde perd. Je fais ce que je crois nécessaire. » « La survie ne doit pas s'abattre sur les plus fragiles, » répliqua Elena. « Protéger l'entreprise ne doit pas signifier effacer la personne qui lui a donné son âme. » À ce moment, un nom prononcé par Camille fit sursauter Anna. Et puis, il y a le docteur Henry. Il a dit qu'il pourrait fournir une évaluation. Tout sera propre. Les yeux d'Anna se fendirent d'une colère froide. Elle raviva la mémoire des détails qu'elle avait glanés. Les rendez-vous, les messages, la complicité feinte du conseiller. Elle évoqua, sans accuser légalement, des indices concrets.
le numéro de téléphone cité, la mention d'une institution dont on avait parlé, l'heure de la visite prévue. Chaque mot d'Anna cramponnait la conversation à la réalité quotidienne, à des faits qui pouvaient être corroborés. Camille essaya alors la menace voilée, que tout cela finirait mal pour ceux qui s'opposeraient. Mais la maison, désormais éclairée d'une double lumière, celle du jour et celle de la vérité, n'avait plus de place pour les intimidations. Même le garçonnet, curieux, s'était approché et baissa la tête, comme pour écouter la gravité du monde des adultes. La scène, dépouillée de ses faux semblants, laissait apparaître l'essentiel. Camille n'agissait pas seule, mais elle assumait ses choix. Helena, qui avait entendu suffisamment, formula une demande simple. « Camille, tu dois partir. » Ce foyer n'est pas un champ où on plante pour récolter sans tenir compte des blessures humaines. Je ne veux pas de scène, je veux de l'ordre. Pars aujourd'hui. Laisse-nous le temps de réunir les documents et de restaurer ce qui doit l'être. Ce fut un mot lourd. Camille réagit avec un mélange de colère et de dépit. Elle essaya d'arracher une dernière justification, de jouer la victime du monde qui ne la comprenait pas. Mais la décision de Helena était posée, non pour humilier, mais pour protéger. Camille rassembla sa prestance, ses talons cliquetèrent une dernière fois sur le parquet, et elle sortit, un manteau jeté sur l'épaule, un regard qui promettait revanche, mais qui, aux yeux de ceux qui restaient, sonnait plutôt comme l'adieu d'une comédienne dont le rideau tombait. Lorsque la porte se referma, un silence presque pieux envahit la pièce. Les respirations se firent plus longues, les épaules se détendirent quelque peu. Roberto, encore plié par la honte, tremblait. Helena le regarda et dit avec une fermeté pleine de grâce. « Nous allons régler les choses proprement. Nous parlerons à un avocat. Nous vérifierons chaque document. Nous contacterons ceux qui peuvent témoigner. Nous remettrons de la lumière là où ils ont voulu faire des ombres. Mais tout cela, Roberto, se fera avec toi à mes côtés, et non contre moi. » Il hocha la tête, les larmes séchant comme si elles laissaient place à une résolution nouvelle. On sentait dans l'air la naissance d'un engagement qui n'était pas extatique, mais pratique. Appeler un avocat, réunir les employés clés, aller au coffre pour vérifier les documents, scanner les messages évoqués, inviter Mélissa à venir s'exprimer. C'étaient des gestes terre-à-terre, mais ils portaient la force d'une réparation. Anna, fidèle comme une ancre, proposa de s'occuper de la logistique discrète. Elle irait voir les employés, recueillerait les témoignages des jours où les consignes avaient changé, noterait les rendez-vous, rassemblerait ce qui était nécessaire pour contrer le récit formulé par Camille. Sa voix, simple, contenait une dignité qui ébranlait la pièce. « Je connais des gens. Ceux qui ont toujours travaillé pour nous sauront dire ce qu'ils ont vu. Ils ont une mémoire, eux aussi. Ils savent quand on modifie une consigne pour faire croire à une fragilité. On fera tout sans friction, avec mesure. » On prit rendez-vous avec un avocat de la ville, un homme de la quarantaine, professionnel, aux lunettes fines, qui reçut Helena, Roberto et Anna dans le salon transformé en bureau. Il écouta, leva des questions prudentes, déconstruisait les termes juridiques en gestes pratiques, conservation des documents, demande d'accès au dossier, vérification de procuration, examen des SMS et courriels, audition des témoins. Mais il posa aussi une phrase claire. Les actions judiciaires prennent du temps, la prudence était nécessaire, la sauvegarde d'un statut provisoire, enfouir des preuves, rassembler des témoins, remettre en ordre administratif, était la première priorité. Helena sentit la fatigue l'envahir, mais elle ne faiblit pas. Il y eut des heures longues, des conversations avec Mélissa par téléphone, elle proposa de venir, trouva un vol pour le lendemain. On parla aux principaux collaborateurs de l'entreprise, ceux qui connaissaient l'histoire depuis le début, qui avaient vu Amaro signer des factures dans un coin d'atelier. Certains acceptèrent de venir, d'autres demandèrent du temps. La prudence du monde professionnel imposait des retours mesurés. Les jours qui suivirent furent faits de petites victoires et d'écueils. On découvrit des courriers préparés, des enveloppes non envoyées, des notes griffonnées qui trahissaient des rendez-vous qui auraient dû déclencher des évaluations. Mais on trouva aussi de la fidélité, des employés qui, l'un après l'autre, rappelaient des détails sur la jeunesse de l'entreprise, sur la manière dont Helena et Amaro traitaient leurs ouvriers, sur la simplicité des réunions où l'on discutait des salaires. Ces petits témoignages, loin d'être héroïques, formaient un tissu solide qui contrastait avec l'artifice qu'on avait voulu tisser autour du départ d'Helena. Roberto, lui, ne se déroba pas. Il rencontra ceux qu'il devait rencontrer, exposa sa confusion, demanda pardon. Ce n'était pas un geste spectaculaire, c'était un enchaînement de petites réparations. Appeler l'un, proposer une rencontre avec l'autre, accepter qu'on lui fasse des reproches. Certains lui reprochèrent son manque de clairvoyance, d'autres l'accusèrent de lâcheté. Il écouta tout, sans chercher à effacer ce qu'on avait à lui dire. Ce fut peut-être l'étape la plus importante de sa repentance, la capacité d'entendre plutôt que de se justifier. Quant à Camille, son départ ne fut pas une fin en soi. Elle envoya quelques messages, dans une langue de défi, elle tentait même de contacter certains actionnaires pour les convaincre qu'elle avait agi par souci. Mais la maison, débarrassée de son glaçage, retrouva petit à petit des couleurs plus humaines. Mélissa arriva, entourée de ses enfants, et trouva dans la présence de sa mère une stabilité émotive qu'elle avait peut-être sous-estimée à distance.
Elle exprima sa colère à Roberto avec des mots simples, puis se tourna vers Elena, lui apportant une présence chaleureuse qui remit de la vie sur la table du salon. Il fallut des semaines pour remettre en ordre ce qu'on avait cherché à brouiller. On réunit des documents notariés, on invita un expert pour vérifier l'authenticité de procuration, sans supposer de forfaiture, simplement pour vérifier ce qui avait été signé. On contacta le médecin mentionné par Camille. Il déclara qu'on l'avait approché, mais qu'il n'avait pas encore rendu d'évaluation. Tout cela se fit pas à pas, sous la lumière d'une patience qui n'était pas une attente passive, mais un travail méthodique. Elena ne chercha pas la vengeance. Sa demande, ferme mais tempérée, fut d'abord de restaurer la vérité, et ensuite d'empêcher que la maison ne devienne un terrain d'avidité déguisé en protection. Elle proposa, pour l'entreprise, des mesures de gouvernance, un conseil consultatif où des employés de longue date prendraient une voix, un audit externe, une charte familiale signée par tous pour protéger l'héritage, et des réunions où l'on déciderait à plusieurs des grandes orientations. Rien d'exotique ni d'impossible, juste des garde-fous. Roberto accepta de bonne grâce, conscient que ces mesures étaient à la fois une réparation et un apprentissage. La relation mère-fils prit alors une tournure plus vraie. Ils eurent longtemps des moments silencieux où l'on avouait les failles, puis des instants plus doux où l'on reprenait les gestes anciens. Un soir, Roberto ramena la vieille boîte d'outils d'Amaro au salon. Ils la déballèrent ensemble, touchant la patine des pièces, lisant les petites griffes sur les manches. « Il aimait quand on réparait ensemble », dit Elena. Roberto posa une main sur la boîte comme sur une relique, puis se redressa, décidé. « Maman, je veux que tu sois la gardienne de l'histoire, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui travaillent ici. Je veux apprendre à décider sans peur. Pardonne-moi d'avoir cru qu'effacer c'était protéger. » Elena sourit, non en effaçant tout ce qui avait été brisé, mais en accueillant la volonté de réparer. « Je te pardonne, dit-elle, mais promets-moi de ne plus laisser la peur gouverner. » Et puis la maison retrouva, peu à peu, un rythme plus serein. Les lumières cessèrent d'être tamisées comme si elles cachaient des choses. Les employés revenaient discuter au salon comme s'ils retrouvaient un ancien café communautaire. Anna, qui avait joué son rôle humble et puissant, fut honorée, non par des titres, mais par la reconnaissance discrète de ceux qui savaient qu'elle avait tenu la vérité dans sa paume. On lui offrit une prime, surtout pour que son fils voie que son travail avait un poids dans la dignité de la maison. Mais plus encore, on lui offrit la reconnaissance, ce trésor rare qui n'a pas de prix. Camille essaya, plus tard, d'initier un mouvement pour récupérer des parts, envoyant des lettres pleines de termes juridiques et de menaces plus ou moins voilées. Mais la société, désormais habituée à s'organiser autrement, résista. On fit appel à des avocats pour clarifier la situation, pour vérifier la validité des signatures et s'assurer que toute modification se fasse dans le respect et la transparence. Aucun miracle judiciaire ne tomba du ciel, mais la solidité des preuves, la cohérence des témoignages et l'unité retrouvée de la famille et des employés formèrent un rempart durable. Le pire avait été évité, non grâce à un coup de théâtre, mais par la patience, la décision raisonnée et l'éthique du quotidien. Elena avait retrouvé sa voix non parce qu'un document l'y autorisait, mais parce qu'elle avait repris la parole dans la maison et sur la place publique, et parce que les autres avaient choisi de l'écouter. Son triomphe n'était pas celui d'une victoire écrasante, mais d'une reprise de soi. La raison, la vraie, celle qui éclaire et qui persuade sans aveugler, avait repris ses droits. C'était là la raison éblouissante, une clarté tranquille qui ne brûle pas, mais révèle. Les semaines suivantes furent remplies de reconstruction. On institua des réunions familiales régulières, ouvertes à certains employés pour discuter des orientations. Un comité de sauvegarde fut mis en place, composé de membres de confiance, d'Anna et de quelques anciens employés, pour vérifier toute action impliquant les biens familiaux. On invita un médiateur pour travailler la communication entre Roberto et les associés. On réévalua les processus de prise de décision dans la société. Rien de spectaculaire, mais une suite d'actes qui, pris ensemble, changeaient l'architecture morale de l'entreprise. Elena, désormais plus calme, reprit quelques heures par semaine dans l'atelier, non pour s'immiscer dans tous les détails, mais pour être visible, pour continuer de dire l'histoire de la maison et de l'usine aux jeunes employés qui n'avaient connu les débuts que par des anecdotes. Elle raconta, parfois, comment elle et Amaro avaient partagé la même chaise, signé les mêmes bons de commande en riant, et comment la sueur commune forgeait un lien qui ne se vend pas. Ces récits n'étaient pas des leçons moralisantes, mais des ponts. Il y eut aussi des mauvais jours, des moments où le souvenir de la trahison revenait, où Elena regardait une enveloppe et se demandait si elle ne pouvait plus faire confiance. Mais ces jours-là, elle s'appuyait sur ceux qu'elle aimait, sur Anna, sur Roberto redevenu sincère, sur Mélissa qui, maintenant présente, aidait à tenir le fil.
Le chemin vers la guérison ne fut pas linéaire, mais il fut réel et durable. 1 an passa. La maison fut repeinte, non pour effacer la mémoire, mais pour rappeler que le foyer se refait aussi dans la couleur des jours. Les employés, réunis autour d'une fête simple, célébrèrent non une victoire juridique, mais une continuité, la transmission d'un patrimoine qui ne se limite pas aux chiffres du compte. On posa une plaque près de la porte d'entrée. Maison d'Amaro et Elena, le travail se partage, la dignité se garde. Ce fut une phrase humble, mais elle parlait du monde qu'ils avaient voulu préserver. Quant à Camille, elle s'éloigna. Ses tentatives de vengeance se perdirent dans des procédures qui, sans la brutaliser, la mirent face aux conséquences de ses choix. Elle finit par partir vers d'autres villes, cherchant de nouvelles scènes à jouer. Parfois, des rumeurs racontaient qu'elle cherchait à rebâtir sa carrière ailleurs. D'autres fois, on la vit seulement de loin, comme l'ombre d'un passé qui s'est détaché. La raison éblouissante d'Elena n'était pas un coup de théâtre. Elle n'avait pas inventé une preuve miraculeuse, ni brandi un document salvateur. Elle avait reconquis la parole, rassemblé les témoignages, choisi la patience et demandé des comptes. Elle avait transformé la peur en force et la colère en méthode. Sa victoire fut la preuve que la dignité, quand on la défend avec lucidité, trouve des alliés inattendus. Anna, qui avait dit la première nuit « ne dis rien », avait compris que parfois le silence mène à l'écoute, et que l'écoute, bien utilisée, peut être la plus grande arme contre la manipulation. La maison reprit son souffle, et quand les lumières s'allumèrent le soir, on put voir à travers les fenêtres des silhouettes discutant, riant parfois, échangeant des nouvelles, non seulement d'affaires, mais de vie. Elena passait des mains à la table du salon la vieille montre d'Amaro, la regardant comme un lien entre les générations. Elle souriait souvent quand un jeune employé racontait comment il avait appris à souder ou à tenir une réunion, et son regard trahissait la fierté d'une vie bien remplie. Un dernier instant, bref et doux, survint un soir où Elena se posta devant la cheminée, la lettre d'Amaro toujours présentée dans sa main. Elle la lut à voix basse, partageant avec Roberto quelques lignes qu'il n'avait peut-être jamais entendues. Le fils, tenant la main de sa mère, sentit que la maison n'était plus un objet, mais un projet commun. Ils se mirent à parler de l'avenir, non pour écrire un avenir sans risque, mais pour décider qu'ensemble ils le porteraient. La raison qu'on avait voulu étouffer, la lucidité d'une femme âgée, souvent appelée à tort vulnérable, brillait maintenant d'un éclat qui n'éblouissait pas par sa violence, mais par sa simplicité. Savoir quelle histoire on défend, quel geste protège, et quelles voix ne doivent jamais être réduites au silence. C'était cela, la raison éblouissante, une lumière qui guide sans brûler, qui révèle sans détruire. Si cette histoire résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la dignité peut retrouver sa voix, même face à ceux qui voudraient la diminuer. Abonnez-vous pour plus de récits où la patience, la vérité et la solidarité silencieuse prennent le pas sur la manipulation. Et si dans votre vie, vous voyez une injustice qui se tisse sous des apparences de soins, souvenez-vous de l'écoute attentive, les petits actes de courage et la recherche de la vérité peuvent renverser les calculs les mieux préparés. Partagez cette vidéo, commentez si cette histoire vous a touché et surtout, gardez une mémoire vigilante. Parfois la justice ne fait pas de bruit, mais elle renaît quand une voix décide de parler.